Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux une nouvelle fois de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous l'avez tous suivi hier que les assises, la tripartite de Luanda s'est tenue et qui a réuni autour du président Lorenzo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Paul Kagame. Au terme de cette tripartite, une feuille de route a été établie avec comme premier objectif la cessation immédiate et le retrait du M23. Ce sera les sujets principaux du jour et nous en parlerons avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a conduit les équipes de la République démocratique du Congo qui ont travaillé avec les experts angolais et rwandais bien avant la tenue de la tripartite avec les chefs d'État. Mais bien avant, je voudrais que nous puissions revenir sur ce qu'a dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours du point de presse qui a suivi ces tripartites. Ensuite, nous reviendrons avec le vice-premier ministre qui va nous parler de la feuille de route ainsi que de comment il se déroulera. Et puis, après, nous pourrons répondre à vos questions. Merci. Bonjour à vous, mesdames et messieurs de la presse. Avant toute chose, permettez-moi de remercier le président Joao Lourenço de nous avoir invités à cette rencontre, mais également pour tous ces efforts qu'il ne cesse de ménager pour trouver une solution à cette situation qui est injustement imposée à la République démocratique du Congo. À travers le président Lorenzo, je tiens à remercier également celui qui n'est pas là, le président Uhuru Kenyatta, qui de même, de son côté aussi, multiplie les mêmes efforts pour amener nos deux pays à ne pas verser dans cette tension inutile et regrettable. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lorenzo, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, eh bien, dans la voie de la normalisation entre nos deux pays, je m'étais entrepris en tout cas de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. Et vous pouvez donc comprendre que je suis une des personnes les plus affectées par la situation qui prévaut actuellement à l'est de mon pays. Et c'est pourquoi je m'étais dit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23
un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous, à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre des armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Voilà, on va parler tout de suite de la feuille de route. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, vous avez conduit la délégation congolaise à ces travaux. Nous souhaiterions que vous puissiez, avant que les journalistes puissent poser leurs questions, présenter la feuille de route des activités qui sont prévues pour que nous puissions en avoir la même compréhension, parce qu'il y a une version anglaise qui a circulé dans la presse. Il serait bien que nous puissions donner la version française qui est la nôtre, et par la suite nous pourrons répondre aux questions des journalistes pour apporter plus d'éclairage aux attentes de nos populations. Vous avez la parole. Bon, disons que nous nous sommes retrouvés à Luanda à l'initiative du président Lourenço, qui est, comme vous le savez, le médiateur désigné par l'Union africaine au mois de mai dernier, à l'issue du sommet de chefs d'État et de gouvernement de cette organisation internationale. Il faut souligner que c'est la première qui est organisée depuis qu'il a cette tâche, et nous devrions, du moins de notre côté, nous avons insisté sur ça, prendre le dossier à bras-le-corps, avoir un langage vrai, langage de la sincérité, et comme nous le disions à ceux qui étaient en face de nous, jouer carte sur table. Chacune des parties devait présenter son cahier de charges, ses récriminations, et pour nous aussi sa vision de la fin de la crise, si pour autant que tout le monde a la même motivation. Nous avons échangé, on a dit la vérité, en tout cas nous, on n'a pas eu la langue dans sa poche. Nous avons crevé tous les abcès possibles, et à l'issue des échanges sur la médiation de mon collègue, le ministre angolais des Affaires étrangères, Antonio Tete, on a élaboré une feuille de route qui reprend un certain nombre d'objectifs assortis des actions, des activités à accomplir. Nous avons essayé de déterminer le délai et, si vous voulez, les acteurs principaux qui doivent intervenir pour appliquer ces activités, pour le réaliser. Évidemment, comme a dit le ministre de la Communication, j'ai observé aujourd'hui qu'il y a des documents qui sont distribués en anglais, en particulier, et qui sont, si vous voulez, un peu falsifiés, en tout cas qui ne reprennent pas des points d'accord, parce que chaque partie avait certainement sa présentation, et on est arrivé à un certain moment à nous mettre d'accord sur ce qu'il fallait retenir. Hier, avant la lecture de la feuille de route et la conférence de presse des chefs d'État, il y a eu la réunion en tête-à-tête du président Tshisekedi et du président Kagame sous la modération du président Lourenço. Le président Kagame était accompagné de son ministre des Affaires étrangères, le président Tshisekedi
accepté de m'associer à cette rencontre. J'étais donc à ses côtés. Notre collègue de l'Angola était aussi, parce que c'est lui qui faisait le compte-rendu, qui rapportait ce que nous avons échangé, ce que nous avons décidé. Et donc, c'est une feuille de route qui a été adoptée par le chef de l'État, moyennant quelques petites retouches. Je dis bien petites retouches. Le premier objectif, c'est de réchauffer les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif est appuyé aussi par un autre, c'est l'instauration d'un climat de confiance entre les États de la région et la création de conditions optimales de dialogue et de concertation politique pour résoudre la crise sécuritaire actuelle à l'est de la RDC. Voilà, premier objectif. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien beau de dire ça, mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire. Les activités sont les suivantes. La cessation des hostilités, qui va au-delà de cessez-le-feu, et le retrait immédiat du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Donc vous voyez que Nairobi, Luanda, on est dans la même direction et il y a des passerelles. Une autre activité importante, c'est vaincre les FDLR qui sont à l'origine des tensions entre le Rwanda et la RDC et qui jouent un rôle important dans l'insécurité de la RDC, ainsi qu'évidemment d'autres groupes. Les FDLR, si je ne m'abuse, c'est Force démocratique pour la libération du Rwanda. Donc ce sont les Rwandais qui sont dans cette organisation, dans ce groupe armé. Il faut aussi créer les conditions nécessaires pour le retour des réfugiés. Et là, c'est très important, il faut que je vous explique ça. Quand on parle de réfugiés, il ne s'agit plus seulement des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda, en l'espèce de M23, les membres du M23, mais pour la première fois, de manière claire et nette, le Rwanda, à travers son président, accepte le principe du retour des réfugiés, en particulier des membres de FDLR, sur son territoire national, parce que ceux qui connaissent ce dossier, qui le suivent, savent que les Rwandais n'ont jamais accepté qu'on dise que les FDLR rentrent de ce côté-là, parce qu'ils nous disaient, ce sont des génocidaires, nous n'avons rien à faire avec les génocidaires qui sont congolais, nous on a que faire de cette affaire de génocide. Et cela dans la ligne directe du communiqué du 21 avril, signé à Nairobi par le président Tshisekedi, Kagame, Museveni, Ndayishimiye, en présence, même le président Uhuru l'a signé comme facilitateur. Une autre activité, c'est réactiver l'équipe conjointe des renseignements Rwanda-RDC pour fixer les modalités pratiques et le programme de lutte contre les FDLR en coordination avec la présidence de la CIRGL et le processus de Nairobi. Donc vous voyez encore ici, contrairement à ce que les gens voulaient penser à un moment donné, parce que j'ai eu la même question, on dit mais écoutez, vous avez Nairobi et puis vous avez la CIRGL avec le président Lorenzo, est-ce que ça ne va pas se télescoper et ainsi de suite? Non, tout est en harmonie. D'ailleurs le président Lorenzo, avant de nous inviter, a eu des entretiens avec le président Uhuru et ils se sont mis d'accord sur ce qu'il faut faire. Et l'équipe conjointe, on dû réactiver parce qu'elle existe entre le Rwanda et nous. C'est pour cela que nous, on se posait des questions, comme l'a dit le président de la République. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que ce qu'on avait convenu auparavant n'était plus d'actualité?
Donc cette équipe existe et qui regroupe les responsables de services des renseignements du Congo, du Rwanda et même les chefs d'état-major généraux de nos armées participent à cette équipe. Bon, maintenant, on a dit qu'il faut remettre l'équipe en marche. Et la dernière activité serait convoquer la commission permanente conjointe. J'ouvre une parenthèse, c'est ça la réunion que nous allons tenir à Luanda le mardi de la semaine prochaine, le 12. En fait, la commission conjointe, normalement, elle se réunit alternativement. La dernière fois, dites-vous bien, ça fait 10 ans, c'est, je crois, en 2012, que la commission s'est réunie, et c'était à Kigali. Cette fois-ci, elle devrait se réunir à Kinshasa. Mais le président Tshisekedi a été formel. Il a expliqué à ses pairs qu'il n'était pas question de recevoir une quelconque réunion d'une commission conjointe, alors que moi, ma population, mes compatriotes, il y en a qui perdent leur vie au Nord Kivu du fait de M23, du fait de cette perturbation, que dit, de cette guerre injuste, téméraire qu'on a voulu nous imposer. Il faut qu'il y ait des signaux forts qui établissent la certitude de la fin de ce que je viens de vous dire, des attaques de M23 soutenues par le Rwanda et d'autres pays. Et il était formel. Il a même illustré cela en disant, nous étions à Nairobi, on a commencé les discussions, et pendant qu'on est avec une faction de M23, l'autre faction tire sur mes concitoyens. Moi, je ne suis pas prêt à recevoir une quelconque réunion de la commission conjointe. Alors, il y a eu des discussions qui ont pris un temps. Finalement, le président de l'ONU a dit, bon, écoutez, moi, je suis médiateur. En ma qualité de médiateur, je peux vous inviter, comme je l'ai fait, pour continuer à travailler chez moi afin qu'on trouve un compromis qui nous permet d'avoir le résultat que le président Tshisekedi demande. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon, écoutez, exceptionnellement, et dans le cadre de ma mission de médiateur, je demande à vos négociateurs de venir le 12 ici à Luanda. En fait, nous allons nous retrouver pour convenir des modalités pratiques, j'allais dire d'un chronogramme de la mise en œuvre de conclusions qui sont ici, des actions qui sont prévues dans la feuille de route. On nous reviendra certainement dans les questions. Donc voilà l'affaire de la commission permanente et de la réunion de mardi de la semaine prochaine, le 12 juillet. Un autre objectif, c'est la prévention de violation de l'intégrité territoriale et la garantie du respect des engagements pris par les États de la CIRG. Donc, comment on peut arriver à ça? Je vous ai dit tout à l'heure que, bon, on a été soucieux de rectifier le tir, d'éviter de faire la même chose, de faire le sur place. Et sur ce point-là, nous tous nous avons reconnu que le mécanisme conjoint de la CIRGL élargi, le mécanisme qui fait de temps en temps l'évaluation, disons la vérification, lorsqu'il y a des accusations mutuelles, ce mécanisme n'est pas aussi efficace qu'on peut le croire. Certains pays, pour ne pas les citer, souvent c'est le Rwanda, quand nous avons des accusations et que le comité conjoint fait le constat, établit les rapports, c'est des discussions, c'est de blocage, et cela c'est pas seulement avec nous, même avec le Burundi, quand ils ont affaire avec le Burundi, c'est la même chose, et nous avons dit que maintenant il faut élargir les mandats du mécanisme et surtout renforcer ses moyens d'action pour lui permettre de faire un monitoring a priori, c'est-à-dire une action préventive, une alerte, le mouvement de troupes du Rwanda le long de nos frontières, en ce moment-là, le mécanisme alerte, parce que jusque-là, le mécanisme agit a posteriori, c'est-à-dire fait le contrôle après que le dégât ait été déjà commis.
qu'il y a des accusations du côté du Rwanda, le mécanisme, après la restructuration ou le renforcement de son mandat, devra prévenir tout ce qui peut envenimer les relations. Et aussi, il y a la prévention, et le mécanisme devra être en mesure de constater toutes les actions susceptibles de compromettre la mise en œuvre des engagements des partis en matière d'intégrité territoriale. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est immédiat, comme on l'a dit concernant la cessation des hostilités, c'est immédiat, ce n'est pas une action à attendre. Qui est responsable de cette deuxième action? C'est la présidence en exercice de la CIRGL. Troisième objectif, la vérification des accusations réciproques de la RDC et du Rwanda concernant respectivement le soutien au M23, ça de notre côté, la collaboration avec l'FDLR, c'est de leur côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on mette fin à ces jeux de cache-cache, si tant est que tout est vrai, parce que de notre côté, nous n'avons pas une quelconque amitié, une quelconque collaboration à développer avec les FDLR. Nous avons convenu, nous tous, de créer un mécanisme de vérification ad hoc, c'est différent de mécanismes actuels, de vérification ad hoc, dirigé par un officier général de la République d'Angola. Ça, c'est immédiat. C'est le président de la CIRGL, le président Lourenço, qui a la charge de mettre ça immédiatement en place. Et vous voyez là, la CIRGL entre dans la gestion, si vous voulez, de manière un peu plus active, la gestion de la tension, et aussi nous avons convenu de donner à l'Angola un rôle actif. C'est très important par rapport à ce qui s'est fait actuellement. Le quatrième objectif, c'est la revitalisation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC dans la région. Ça existe, on ne va pas s'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet du jour, c'est l'accord d'Addis Abeba, comme on dit. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre en place un mécanisme mixte de consultation régulière d'harmonisation entre la CIRGL et la communauté d'Afrique de l'Est concernant le processus de paix de Nairobi. C'est-à-dire, en fait, il faudra que le processus de Nairobi, qui a été déclenché dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est, soit géré principalement, bien sûr, par la communauté, mais en concertation, en collaboration avec la CIRGL, de manière à éviter, comme je vous ai dit au départ, des initiatives dispersées et des initiatives qui peuvent se contredire et se neutraliser. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre fin à la divagation de groupes armés dans la région, c'est-à-dire en fait, toujours, maintenant nous sommes dans l'esprit de l'accord de Nairobi, qui veut que tous les pays qui ont de groupes armés nationaux ou étrangers puissent prendre établi de dialogue avec ce groupe pour que on arrive à mettre fin à leurs activités à travers la région des Grands Lacs, et les groupes qui ne veulent pas aller dans la dynamique de paix seront écrasés par la force de la région, la force de la communauté d'Afrique de l'Est, ce qu'on est en train de mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Accélérer la mise en œuvre du processus de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDRR CS. Ça, c'est un processus, c'est un programme que nous avons élaboré dans notre pays, qui a été présenté à la communauté internationale et pour lesquels les bailleurs de fonds ont pris des engagements de financement. Donc, on appelle aussi à ce que cela aille vite, parce que il faut par tous les moyens ouvrir la voie vers le retour des compatriotes
qui sont, si vous voulez, considérés comme des brebis égarées, qui ont pris les armes, et il y a un programme, mais ce n'est pas à confondre, la troisième fois, avec ce qu'on a connu, les brassages, les mixages, les parties de pouvoir. Non. On a expliqué ce programme par le coordonnateur national et le chef de l'État a nommé il n'y a pas longtemps de coordonnateurs provinciaux et nationaux, et dans les cadres de consultation de Nairobi, c'est vraiment le cadre, la structure qui matérialise et qui doit finaliser, qui doit donner un contenu réel à l'offre de paix que fait le chef de l'État à ceux de nos compatriotes qui ont pris les armes. Cinquième objectif, la promotion du partenariat économique entre les États de la région et le renforcement des mécanismes régionaux de lutte contre l'exploitation illicite de ressources. Quelle activité? Promouvoir l'activité économique dans la région et assurer le contrôle régulier et rigoureux de l'exploitation minière ainsi que des activités liées aux ressources naturelles dans le respect de la souveraineté des États, du protocole de la CERGL relatif à l'exploitation de ressources naturelles. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Intensifier la lutte contre l'exploitation illicite de ressources naturelles de la RDC par les groupes armés. C'est important que le Congolais comprenne et que tout le monde comprenne qu'il ne s'agit pas ici de lever la mesure de suspension des accords de coopération et de partenariat avec le Rwanda, mesure qui a été retenue par le Conseil supérieur de la défense et prise par le gouvernement de la République. En effet, j'ai reçu beaucoup de questions concernant cette perspective-là. Il est très important de le dire. Nous n'avons pas fait de caprice. On n'a pas dit qu'on suspendait les vols de Rwandais, qu'on suspendait les accords de protection des investissements ou des accords pour éviter la double taxation, la fraude fiscale et l'évasion fiscale. On n'a pas fait par caprice, non. Nous étions de bonne volonté. Le chef de l'État l'a dit. Il faut approcher tous nos voisins, éviter une conflictualité stérile et destructrice de l'avenir de nos peuples. Il faut ouvrir des perspectives de coopération que dicte l'histoire, la géographie et que dictent les stratégies que nous devons adopter pour développer notre pays, maximiser, optimiser l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est très clair. Mais, dans les relations entre États, comme entre les individus, la confiance est un élément essentiel. Et les États, ils n'ont que des intérêts. Ce sont des monstres froids. Lorsqu'on se rend compte que le partenaire n'a pas la même motivation, n'affiche pas la même bonne foi et accomplit des actes qui apparemment, indubitablement portent atteinte à nos intérêts vitaux, nous ne pouvons pas continuer avec ces partenaires-là. Et nous étions d'ailleurs ouverts à ces, si vous voulez, responsables quand nous avons dit nous suspendons. Et nous avons dit à nos amis rwandais, quand nous étions en discussion hier, que tant que nous n'avons pas la conviction que vraiment ça a changé, eh bien, nous n'allons plus revenir sur cette coopération, sur ces accords-là, et on ne verra pas Rwandais revenir dans ce pays comme par un claquement de doigts. Non, pas du tout, pas du tout. Dieu merci, à quelque chose de malheur est bon. C'est une épreuve de bonne foi et de confiance. Et nous leur avons dit que c'est une interpellation. Démontrez-nous qu'on n'est plus dans vos sentiments actuels. Et enfin, garantir un objectif. Comment garantir la bonne exécution de la présente feuille de route et rétablir la confiance entre partenaires au procès de Nairobi? Nous avons carrément convenu de proposer la convocation en temps opportun du sommet extraordinaire de la CIRGL, et cela à court terme. Pourquoi? Parce que
le président Lourenço est bien sûr le président d'exercice de la CIRGL, il agit sous un mandat de l'Union africaine. Et parce que aussi, il y a cette connexion, cette synergie qu'il faut établir entre la CIRGL et la communauté d'Afrique de l'Est. Et donc, il est essentiel pour nous que tous les chefs de l'État, tous les chefs d'État de la CIRGL soient associés à cette nouvelle perspective que la CIRGL apporte, cette eau limpide qu'elle apporte au moulin, pour que nous puissions mettre fin à la crise et que ce soit l'affaire de toute la communauté. La conférence internationale sous la région des Grands Lacs en Afrique, c'est pour cela que nous avons dit qu'il faudra que très rapidement tous les chefs d'État de la CIRGL soient associés. Voilà l'économie générale de nos conclusions et nous allons nous retrouver le mardi, comme je vous ai dit, pour voir quelle est l'opérationnalité de tout ce que nous avons décidé. Voilà.